Merci donc à Jamil qui nous a rappelé que l'humour est une affaire très sérieuse. Sans doute que la culture était vraiment positive et qu'elle peut faire bouger la société elle aussi. Et pour finir, pour conclure cette session culture et création, un duo, un tandem, que dis-je, une dream team. J'appelle, mais elle est déjà là, la déléguée exécutive de la culture de la ville du Havre, Fazette Bordage. Oui. Merci Christophe. Voilà. Et alors, vous avez sans doute remarqué que nous avons parlé de culture et de création, ce qui était l'objectif de cette session. Mais finalement, assez peu d'économie. Et donc, pour synthétiser un petit peu nos discussions, il me semble qu'il faut partir de l'économie. Si l'on tente de jeter les bases d'une économie positive dans la culture et dans l'art, il faut partir de l'économique. Et je partirai du 15 septembre 2008, Lehman Brothers. Ça a été beaucoup évoqué par Joseph Stiglitz, notamment. Mais il me semble que ce qui est intéressant, c'est de le rapprocher d'un autre événement. Le 15 septembre 2008, le même jour, le jour où Lehman Brothers s'effondre, Damien Hirst viole toutes les règles du monde de l'art, réussit à vendre sans sa galerie directement chez Sotheby's ses créations. Et il y a là pour moi un signe effectivement de lien souterrain entre le monde économique et le monde culturel, entre le monde économique et le monde artistique, placé, c'est vrai, sous le signe de la spéculation financière. Ces liens-là sont très importants et quand on pense à l'économie positive, il faut se poser la question de savoir si on veut encore rester dans ce système où la spéculation a envahi l'art contemporain au même titre que les marchés financiers. Aujourd'hui, tout a changé. Interconnexion. Au MIT, on nous parle d'homoconnexus. L'homoconnexus, c'est quoi? C'est l'idée d'une synchronisation totale. Synchronisation de la production, synchronisation du temps, accélération du temps également. Et cette synchronisation, elle a changé beaucoup de choses. Nous sommes passés dans le système économique d'une logique fondée sur la division internationale du travail à une autre logique où le monde se transforme en en usine à pièces détachées. Un monde où les flux sont de plus en plus complexes, celui de la DIPP, la décomposition internationale du processus productif. Quand on parle de culture et d'art, il ne faut pas oublier l'économique. Il est entrelacé, ils sont entrelacés, ces deux notions sont indissociables. Et le système économique dans lequel nous vivons, si l'on regarde les modèles, les grands modèles analytiques, c'est un système qui est fondé sur l'art de la guerre. Quand vous allez à Harvard, et que vous suivez ou que vous suiviez les cours de Porter, un des pères de la pensée économique, la plupart de ces logiques sont fondées sur les 5 forces et une logique extrêmement guerrière au final, très éloignée de l'économie positive. Et que dire de l'implication que cela a dans le champ culturel et artistique? Ça a d'ailleurs inspiré des artistes. Les artistes sont le miroir de notre société. Ils sont le miroir de notre économie. Et donc un artiste choisira, dans une série de photos et de visuels et de vidéos, de représenter des postures d'arts martiaux au sein d'usines, dans des entreprises. Et bien pour moi, c'est tout à fait emblématique de l'écoute que nous devons avoir de ces artistes. Ils nous en disent beaucoup plus sur le monde économique, ses perversions et certaines de ses dérives, que beaucoup d'analyses spéculatives. Mais les choses changent. Le Cirque du Soleil, un cracheur de feu, à la tête d'une entreprise de 5000 personnes aujourd'hui, un chiffre d'affaires qui frise le milliard d'euros. Cette success story, elle a intéressé un modèle alternatif à celui que j'ai présenté tout à l'heure, ce modèle d'Harvard. Elle a intéressé une école de management parmi les plus renommées au monde, l'INSEAD. Et dans cette école, on a pensé une stratégie qu'on appelle la stratégie Océan Bleu, la Blue Ocean Strategy. Et ce qui est intéressant, c'est que le cas mis le plus en avant, ce n'est pas un cas habituel d'entreprise. On aurait pu penser à beaucoup de secteurs d'activité. C'est un cirque. C'est un cirque qui s'appelle le Cirque du Soleil. Je vous incite, je pense que vous le connaissez, mais je vous incite à regarder dans le détail la stratégie économique du Cirque du Soleil et comment cette stratégie Océan Bleu a été développée et mise en place. Et il y a là, selon moi, une alternative qui pourrait peut-être, là aussi, servir la réflexion sur l'économie positive.
Et pour finir cette petite introduction de notre conclusion de session, vous dire aussi que les artistes le ressentent, ça. Le ressentent beaucoup plus et beaucoup mieux. Un artiste, Fabrice Hibert, voit un jour des directeurs marketing de chez L'Oréal arriver dans son atelier. Ils en ressortent avec une idée géniale. Une œuvre qui a été multi-exposée, 1 mètre cube de rouge à lèvres, Yves Saint Laurent pure couture, qui est l'exemple d'une collaboration relativement inédite entre L'Oréal, entre une entreprise de cosmétiques et de produits capillaires, et Fabrice Hibert, un artiste plasticien qui fait de l'économique l'un de ses axes de pensée. Là encore, cette hybridation, tout à l'heure Chris Dercon l'a dit de manière très nette, les frontières bougent, le paradigme de la culture change, le public, le privé, la montée en puissance du numérique, un certain nombre d'éléments plaident pour une logique d'évolution. Et Fabrice Hibert fait partie de ces artistes qui ont anticipé, pensé en fait ces logiques. Alors, avec Phasette, on a... vous ne le savez peut-être pas, c'est présent dans les programmes, nous avons eu la chance de co-animer un workshop, un atelier avec une petite dizaine de personnes, dans un lieu emblématique qui est le musée d'art moderne André Malraux du Havre. Et on dit, alors je ne sais pas si ce sont des... Si là aussi c'est une légende, un storytelling, qu'André Malraux aurait dit c'est là que tout a commencé, en évoquant la logique des maisons de la culture et le développement de la culture. Et donc au Havre, Phasette, tout a commencé au Havre. Donc on va évoquer peut-être Niemeyer. Alors les Havrais et parfois d'autres gens parlent du pot de yaourt, mais au-delà de ça, c'est quand même très spectaculaire. Auguste Perret, Niemeyer. Alors quelle place pour la culture au Havre ? Alors, d'abord, je suis très heureuse d'être là parce que je crois que c'est très important de parler de culture quand on parle d'économie positive. Certainement qu'on devra repréciser des liens de façon plus précise, mais au Havre, ce qui est positif, bien sûr, Oscar Niemeyer, la reconstruction d'après-guerre par Auguste Perret, qui a valu le classement de cette ville comme patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, et tout d'un coup un regard qui change sur cette ville pour les habitants, les personnes qui y vivent, mais aussi pour d'autres qui y viennent. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la ville du Havre, elle comprend que la culture, c'est important. C'est pas forcément évident d'investir dans la culture aujourd'hui, on en reparlera, parce qu'effectivement, la culture, on peut la voir comme une économie à part entière. Elle développe des richesses, il y a l'industrie culturelle, il y a des formes économiques qui font que des études nombreuses aujourd'hui, notamment au niveau européen, montrent que la culture en elle-même est un secteur de richesse. Mais la culture, même quand... je ne sais pas si on peut dire que Oscar, la construction, la reconstruction en ce moment d'ailleurs, réhabilitation d'Oscar Niemeyer, est de l'économie positive, mais moi je crois que oui, on voit donc cette vue qui est assez rare de voir parce qu'il faut être assez haut pour pouvoir la contempler. Mais il y a énormément d'initiatives dans cette ville, notamment le plan lecture qui a été lancé il y a maintenant 2 ans, c'est-à-dire qu'il y a des relais lecture au-delà des bibliothèques dans toute la ville. Il y a des points lecture avec l'idée que voilà, de favoriser, d'augmenter le plus possible l'accès aux livres. Et puis moi, je suis arrivée au Havre très récemment avec le projet d'accompagner la transformation d'un fort militaire en lieu d'art et de culture, avec une aventure très positive et très prospective, puisqu'il s'agissait d'accompagner 24 structures qui, ensemble, veulent faire un projet cohérent, mais aussi des services municipaux, ont ouvert la semaine dernière une nouvelle salle de spectacle, Tetris, des locaux de répétition dans des voûtes de cet espace militaire qui s'appelle le Sonic. Et c'était tellement formidable de voir les gens comme ils étaient heureux d'être dans une salle qui est prévue pour le son, de voir la beauté aussi de ces espaces de répétition musique. Et ce qui était vraiment formidable, c'est que la municipalité a décidé de faire confiance à des acteurs. Elle a décidé de ne pas porter elle-même les projets, mais d'inventer une co-construction politique qui fait qu'à mon avis, oui, c'est déjà de l'économie positive. Parce qu'un projet, quand il est proposé par des acteurs, en tout cas c'était là en l'occurrence, eh bien, je pense qu'il a coûté certainement moins cher que si c'était une municipalité qui l'avait pensé complètement théoriquement. Et puis aussi, c'est une aventure dans ce fort qui fait que, voilà, on pense beaucoup économie sociale et solidaire. Il y a un groupement d'employeurs sur le territoire qui a déjà aidé, je pense, énormément toutes ces structures à survivre aujourd'hui. Et là, en fait, j'ai envie avec vous, Christophe, de dire que
même quand on investit dans la culture, c'est de l'économie positive. Vous savez, Joseph Stiglitz, quand il a commencé son premier débat mardi soir, il a commencé par dire « Ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons créé. C'est pas arrivé comme ça. C'est nous qui l'avons créé. » Il a répété « We created it, we created it ». Et hier, il a redit le produit intérieur brut, en citant John Kennedy, il mesure à peu près tout, sauf ce qui vaut la peine d'être vécu. Et on voit bien quand même que la question de l'économie positive aujourd'hui, c'est de renouer avec cet essentiel, justement ce qui vaut la peine d'être vécu. Et on a vraiment l'impression que, enfin, c'est plus qu'une impression quand on vit, quand on voit tous ces projets artistiques au Havre, à Nantes ou dans plein d'autres villes, que c'est une façon tellement douce et belle pour des habitants de réapprendre à voir leur ville autrement. Alors bien sûr, à condition que l'art et la culture irriguent les territoires, qu'elles touchent le plus de monde possible. Et j'ai envie de dire que notre principale matière première aujourd'hui, c'est notre capacité à créer et à innover. Et c'est vraiment ça que touche l'art et la culture aujourd'hui. Mais quand on est une ville comme Le Havre et qu'on veut investir sur la culture, vous imaginez que ce n'est pas évident de défendre auprès des autres secteurs que la culture, ça serait prioritaire par rapport à d'autres secteurs qui paraissent beaucoup plus prioritaires. Donc c'est très important qu'on soit ici avec l'économie positive parce que c'est peut-être dans ce lien culture et économie positive où on va comprendre que c'est investir sur nos capacités à imaginer. Peut-être que la planète, les ressources des planètes, elles sont limitées, mais notre imagination, elle est illimitée. Et ça, c'est vraiment investir sur notre capacité à imaginer, sur notre sensibilité. Parce que quand on est dans des projets artistiques, c'est être ensemble. On le voit, que ce soit de la fête, ensemble, danser, se parler, être heureux ensemble, que ce soit quelque chose de plus intime dans une relation avec l'œuvre d'art, que ce soit sur des formes de participation, quand des artistes nous proposent de participer à leur projection créatrice, ne serait-ce que simplement parler avec des artistes. Ce qui est fondateur pour moi d'une économie positive aujourd'hui, c'est de voir que le rapport de l'artiste à sa créativité, et je pense que c'était aussi le propos de Chris Dercon en commençant, c'est vraiment ce que tous on doit développer, parce que c'est possible, la Terre telle qu'elle est, c'est nous qui l'avons créée, donc c'est forcément possible qu'on la change, mais on a besoin d'imaginaire, on a besoin d'idées, on a besoin de sortir des sentiers battus, et on a besoin de défendre à des gens qui peuvent aider à investir dans la culture. Et c'est vrai que du coup, pendant ce workshop culture dont parlait Christophe, on voyait bien qu'on a envie de parler différemment à des entreprises, à des personnes qui peuvent investir, puisque d'un côté, il y a une économie qui cherche à renouer avec cette sensibilité. Parce qu'il s'agissait bien de ça. Quand Jacques Attali, hier, il parlait de déloyauté, moi, je le ressentais comme une déloyauté avec sa propre sensibilité. C'est qu'à un moment donné, l'artiste, il est en accord avec ce qu'il ressent, avec son idée, avec son imaginaire. Et nous, souvent, quand on est amené à prendre des décisions qui vont contre nous-mêmes, Antonio Melotto, si vous l'avez vu hier soir, le Colombin, il disait qu'il avait été directeur d'entreprise et qu'à un moment donné, il était même dans la corruption. Il a dit, puis à un moment donné, j'ai senti que ça allait pas du tout, je me sentais pas bien. Et c'était génial parce qu'il a dit, j'ai transformé cette énergie, mais pour le faire différemment, pour faire avec. Et après, cette même énergie, elle construit des choses. Et ça paraît impossible, mais bien sûr que c'est possible. Et c'est ça l'art qu'il peut donner au monde. Et c'est ça aujourd'hui qui peut-être est un enjeu extraordinaire aujourd'hui de se dire que le secteur culturel et le secteur économique peuvent se retrouver. Et je pense que pour inventer l'économie positive, on a besoin des artistes, on a besoin de l'art, que les entreprises en ont besoin, les quartiers en ont besoin, mais pas que des lieux de culture, des endroits où les artistes peuvent être présents, où on peut les rencontrer, on peut parler avec eux, on peut faire avec eux. Et c'est comme ça qu'on va réhabiliter ce potentiel sensible, imaginaire, qui est celui dont on a le plus besoin si on veut réinventer cette économie avec des mesures sensibles. Fazette, justement, pour synthétiser un peu nos réflexions dans le cadre du workshop, ça a été très compliqué. On a eu des participants d'univers très variés, de la musique, des arts plastiques, du cinéma. Mais ce qui était intéressant, c'est que 3 grands traits ressortaient. Le premier, c'est l'idée quand même que la culture, ce sont les creative cities, avec une icône qui est Bilbao. Alors je ne sais pas si on doit parler d'effet Bilbao ou d'effet placebo, qui est devenu un peu le modèle de la ville créative, avec un musée implanté qui permet de régénérer le tissu
sociale dans certains cas. C'était le cas en l'espèce à Bilbao. Et on a pris des exemples. Nous avons eu la chance d'avoir par exemple Jean Blaise qui nous a parlé du voyage à Nantes dans le cadre de ce workshop, à partir d'éléments qui étaient déjà très présents dans la ville, lieu unique, un lieu industriel reconverti en friche culturelle, des manifestations, les machines, un certain nombre d'opérations qui donnent véritablement, là aussi, une idée très claire de l'apport que la culture peut avoir. Non seulement en termes économiques, parce que la culture, ça paye, mais pas seulement en termes évidemment symboliques, en termes altruistes. Et c'est vrai que cette dimension-là est très présente. Le crowdfunding, c'est un aspect qui était très présent dans nos conversations. Alors évidemment, comment ne pas passer à côté de Kiss Kiss Bank Bank, mais pas seulement. Aujourd'hui, des musées, Unterlinden et d'autres, viennent chercher un soutien chez de généreux donateurs qui sont des citoyens éclairés qui vont soutenir l'art. Et même au Louvre, aujourd'hui, une opération comme Tous Mécènes défend cette idée et s'enracine dans une nouvelle logique de collaboration. Et là aussi, ça change énormément de choses au niveau de l'économie participative, de l'économie collaborative. Ça n'est pas une utopie, tout ça est concret. Je dirais même plus que la culture est un des secteurs où l'économie positive est le plus en marche, contrairement à des idées reçues. Ce n'est pas un secteur d'utopie, il en faut de l'utopie, mais on va beaucoup plus loin. Et je vous parlerai d'un dernier cas qui me touche directement, qui est l'idée d'une slow culture. Il se trouve que je suis membre fondateur d'un mouvement qui s'appelle le Slow Made, dont le but est de revaloriser les métiers de la main. Je vous recommande un livre très beau qui s'appelle L'intelligence de la main et qui tresse des liens, qui dresse des passerelles entre les univers comme les métiers d'art, les métiers de la création, des plasticiens. Et nous tentons de réunir des gens de ces univers différents pour prouver que les métiers d'art, les métiers de la création, pourquoi pas même les métiers du luxe, l'artisanat, font partie d'une culture. Donc il y a une logique de défense. Et ce mouvement, il a une certaine ampleur aujourd'hui parce que les savoir-faire, l'artisanat est à la mode. Ça, alors c'est étonnant, je demande souvent au public ce que ça représente. C'est le teaser de la saison 7 de Dexter. Même Dexter, le serial killer bien connu des séries télévisées, est utilisé dans une bande-annonce qui présente cette série. Voilà. Et Problèmes économiques a consacré au mouvement Slow Made sa couverture. Et nous sommes en train de travailler sur le développement d'une logique de slow culture. Alors elle sera un pan, elle travaillera en tout cas en bonne intelligence avec l'économie positive. Je pense qu'il faut qu'on se retrousse les manches. Il y a déjà des formes d'économie positive dans la culture. On parle par exemple d'économie mauve. Nous parlons, il y a des échanges. Ces liens se développent. Et pour conclure, j'ai donné la parole aux artistes au début. J'ai cité dans la présentation un certain nombre de cas. Je pense qu'il faut leur redonner la parole. Les artistes sont nos prophètes. Les artistes sont nos vigies. On ne les écoute pas assez. Depuis très longtemps, des artistes comme Andreas Gursky montrent le monde financier tel qu'il est. Synchronisé, massif, automatisé. Et effectivement, il fait partie de ceux qui très tôt avaient une vision lucide de l'évolution des marchés financiers et de la spéculation. Et cette logique aujourd'hui, un artiste l'a saisie. Aernout Mick, dans Middleman, une vidéo, nous montre, bien avant la crise des subprimes, bien avant Lehman Brothers que j'évoquais au tout début, des traders hagards dans une salle des marchés dévastée par un ouragan dont on ne sait pas s'il est physique ou virtuel. Mais en tout cas, cette image illustre une chose. Il me semble que les artistes nous avaient prévenus. Merci de votre attention.